L'important pour se lancer dans l'investissement, c'est de pouvoir avoir des fonds suffisants. Qu'on investisse à la ville ou à la campagne, on a tous besoin de se constituer une épargne. Cette semaine, j'accueille dans l'épisode Thomas, dont l'ambition principale est de vous éviter de faire chauffer la visa. Il est le créateur de Mon Budget Zen, qui vous aide à avoir des finances saines. Vous êtes bien sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Avant de démarrer, merci à Who You Are Man de m'avoir laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et merci à Doik qui a été mon plus fidèle auditeur de la semaine d'après SoundCloud. Donc merci à vous et merci à tous les auditeurs. Les écoutes, elles montent en flèche, ça prend 10, 20, 30% par semaine. Je suis super ravi. Plus j'aurai d'auditeurs, plus j'aurai d'abonnés et plus je pourrai vous faire des podcasts de qualité. Donc je vous rappelle de vous abonner, de partager. Je sais, c'est le début de l'épisode, vous êtes peut-être en voiture, peut-être en train de faire votre footing. Alors c'est peut-être pas le bon moment pour vous abonner, mais prenez 2 secondes, faites une petite pause. Vous êtes bien, on est au calme et on peut attaquer avec l'épisode de la semaine, avec Thomas, mon budget zen. On est dans la zénitude absolue. C'est parti, jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Thomas. Thomas qui a notamment le podcast Mon Budget Zen et qui va nous parler de finances personnelles et de gestion de budget. Salut Thomas. Salut Thibaut, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh ben, c'est tout un plaisir. Donc, pour les auditeurs, en fait, Thomas et moi, on va faire 2 épisodes. Donc, lui va intervenir sur mon podcast et moi, je vais intervenir sur son podcast. Donc, bien sûr, je vous inviterai à écouter les 2 épisodes. Et donc, pour commencer, Thomas, tu pouvais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Donc bonjour à tous et encore merci du coup Thibaut de m'avoir invité. Donc voilà, je suis Thomas, j'ai créé le site internet et le podcast qui s'appelle donc Mon Budget Zen, qui traite de gestion de finances personnelles et de gestion de budget. Donc pour me présenter rapidement, donc j'ai bientôt 34 ans, je suis marié, jeune papa d'une petite fille et voilà, je suis aujourd'hui encore salarié en CDI et je souhaite de réaliser le nom de ton podcast qui s'appelle Bye Bye Patron et de pouvoir en terminer au plus tôt avec le salariat pour, voilà, lancer mon aventure avec mon budget d'une part et d'autre part, voilà, éventuellement vivre de mes investissements dans quelques années, quoi. Ok, Donc super. voilà Et du pour coup, une c'est présentation dans rapide. cet objectif que, donc justement, du Bye Bye Patron, que tu t'es mis à la gestion de budget ou c'était déjà quelque chose qui était précédent à cette vision que tu avais? Alors en fait, moi j'ai toujours plus ou moins bien géré mon budget, alors avec plus ou moins bien de rigueur. Quand j'ai commencé à travailler, pas trop, mais après j'ai vite en fait défini des objectifs de vie en fait, qui étaient notamment le voyage et la musique, qui sont 2 passions qui sont toujours les miennes aujourd'hui et j'ai réalisé, que pour réaliser des projets de vie, il faut avoir de l'épargne. Donc voilà, j'ai commencé déjà à épargner, depuis un petit moment et ce qui m'a emmené en fait à la gestion de budget, c'est que voilà, j'ai réalisé beaucoup, beaucoup de rêves ou de projets de vie, dans ma vie, hein, notamment 2 voyages d'1 an environ, un en Amérique du Sud et en Australie et ça, je l'ai réussi, entre autres grâce à ma gestion de budget et parce que j'avais un objectif et j'ai réalisé après quelques années que j'avais beaucoup de personnes de mon entourage qui, gagnaient à peu près les mêmes salaires que moi et n'arrivaient pas forcément à mettre cet argent de côté pour réaliser leur projet de vie et qui se plaignaient justement de, voilà, je n'arrive pas à mettre de côté ou j'arrive pas à réaliser ces projets parce que, je gagne pas assez d'argent ou plein de raisons et je me suis rendu compte en fait que ça dépendait enfin, que je pouvais vraiment en fait aider les gens à réaliser leur projet de vie juste en apprenant à gérer leurs finances personnelles par, plein de méthodes dont on va discuter dans le podcast et je me suis vraiment dit que ça pouvait, voilà, que que ce que j'ai pu appris par mes Ça expériences, pouvait profiter ça à pouvait vraiment aider, pas mal de gens. effectivement, parce que l'important, c'est combien on gagne, mais c'est surtout combien on garde. Donc, je pense qu'indépendamment des revenus de chacun, si tu as une mauvaise gestion budgétaire, et ben, C'est tu arriveras ça et jamais.
Ce que je dis souvent, c'est que alors c'est bien de gagner plus, mais si déjà tu dépenses plus que ce que tu gagnes avec un salaire de 2 000 €, si tu en as 3 000, tu dépenseras 3 000. Donc je pense qu'il faut commencer déjà, en fait, avant de demander une augmentation ou essayer de gagner plus, déjà apprendre à dépenser moins que ce qu'on gagne, c'est-à-dire aligner son salaire avec son niveau de vie. C'est vraiment la première chose à faire, quoi. Alors après, si on veut aller un peu plus loin dans le domaine de l'épargne et donc notamment les investissements, la liberté financière, alors là, oui, dès qu'on a bien réduit notre niveau de vie et enfin qu'on arrive à dépenser moins que ce qu'on gagne, là, éventuellement, on peut enfin, trouver d'autres sources de revenus. Mais voilà, à partir de ce moment-là, en général, on a compris que si on trouve d'autres sources de revenus, c'est pas non plus pour les dépenser dans une Lamborghini, quoi. OK. Et simplement, suite à ta présentation, pour ton année que tu as fait en Australie et l'autre, en Amérique du Sud, comment tu t'es organisé, juste d'un point de vue, peut-être épargne et après, par rapport à ton emploi? Je suppose que tu avais déjà un emploi à ce moment-là? Alors, il y a eu 2, c'était vraiment 2 époques différentes. L'Australie, c'était après mes études, donc j'avais pas de OK. travail et pas de sous. Donc là, je suis vraiment parti en freestyle et là, En vraiment, je suis working arrivé. holiday ou les Ouais, trucs voilà, comme c'est ça, je ça? suis parti avec le working OK. holiday et là, pour le coup, j'avais, je sais pas, j'ai dû partir avec 2 000 € sur mon compte. Donc en fait, j'ai pas eu le choix, j'ai dû travailler là-bas et j'ai dû faire tout simplement attention à mon budget parce que, Ah, c'est ben, ça. voilà, la vie est chère là-bas et tout et puis voilà, j'avais un diplôme d'ingénieur mais je travaillais, je lavais des voitures et je lavais OK. des enfin, bref, je faisais un travail qui était pas forcément ultra gratifiant par rapport à ce que j'avais étudié et hem et Mais voilà et en bien fait payé. Peut-être, enfin, moi je ouais, connais c'est des gens qui c'est ont vrai que le salaire minimum en Australie, il est quand même assez élevé. Alors, ça ouais. dépend pourquoi, hein. J'ai fait des boulots ultra sous-payés, je me suis fait exploiter comme pas possible. Mais après, j'ai trouvé des plans qui m'ont permis, voilà, d'avoir quand même, Mmh. voilà et en fait, dès que j'ai gagné un peu d'argent, j'ai tout de suite, épargné pour bon oui, évidemment, je me suis fait plaisir, je suis un peu sorti tout ça, mais j'ai quand même épargné pour pouvoir voyager en Australie. Parce que, bah, c'était quand même le but, hein, de voyager en Australie donc, bah, déjà, j'ai un peu appris à gérer mon argent là-bas, en partant un peu de zéro, hein, parce que j'avais pas du tout d'épargne. Et le deuxième voyage, ça a été vraiment autre chose, parce que c'est quand je suis revenu d'Australie, là, j'ai trouvé un travail, donc là, du coup, dans mon domaine, en tant qu'ingénieur, tout ça et là, j'avais déjà envie de repartir en voyage, donc c'était mon plan et je me dis: «Dans 2 ans, bah, je veux faire un trip». Sauf que là, je voulais pas forcément travailler, je voulais vraiment juste voyager. Donc là, j'avais vraiment besoin d'une épargne, quoi. Donc j'ai mis en place, bah, voilà, toutes mes méthodes là pour, gérer mon budget, pour épargner et je suis parti à peu près avec à peu près 10 000 € en tout, billets d'avion compris OK. et j'ai tenu 9 mois, 9 Ouais, mois en pas mal. voyage, voilà. Sachant que je Effectivement, c'est rentre 2 endroits totalement différents. En Australie, tu peux travailler et très bien gagner ta vie et je pense que là, mmh tu as bien vu justement le décalage entre bien gagner, ce que ça fait, mais enfin moi, j'ai été en Australie, c'est vrai que c'est assez choquant les prix, enfin tu payes vite, 15 € un verre de vin ou des choses comme ça, hein, de Ah c'est clair, souvenir ouais. donc Tout est beaucoup plus cher en donc effet. on voit bien qu'il y a pas de limite à la Bah, dépense quand et quand on vient après, avec bah, notre épargne forcément française, on est vite pauvre, quoi. c'est ça et après quand tu vas en Amérique du Sud, bah, tu te dis: «Bon, je vais pas travailler pour quelques réals ou Ah c'est ça, pesos c'est ou» un peu le contraire, quoi. Travailler là-bas, c'est mmh, un peu moins rentable, quoi. Donc ouais et forcément. j'ai voulu aussi un peu profiter. Bon là pour le coup, j'avais pris un congé sans solde et donc j'avais pas forcément perdu mon emploi et quand je suis revenu, je suis retourné à mon ancien emploi, quoi. OK, super. Ah bah, c'est un bah, là, ça je pense que ça peut parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de quitter leur emploi ou voilà, ils savent enfin, tout le monde a un peu l'appréhension du futur de qu'est-ce qui va devenir si jamais je tente ce type de projet. Si tu arrives à avoir un congé sans solde, plus l'épargne, en gros, il peut pas t'arriver, grand-chose. Bah, ouais, avec le congé sans solde, voilà, tu as le droit jusqu'à 1 an et en plus, enfin moi Mmh. pour l'anecdote, hein, bon je sais pas si ça intéresse les gens, mais j'avais pris 6 mois à la base parce que j'avais un peu peur, machin, bah, voilà, de manquer de sous et Mmh. que, bah, c'est toujours un peu bizarre de partir tout seul au bout du monde. Donc j'ai pris 6 mois et puis au final, au bout de 2 mois, bah, j'ai prolongé à 9 mois tout de suite parce que j'avais vu que niveau budget, je m'en sortirais, que enfin et que j'avais envie de rester plus aussi. Donc on peut même prolonger pendant le voyage. Alors après, ça dépend évidemment de l'employeur, hein. Moi, j'étais dans une Ouais. boîte de prestation de services, donc quand tu es pas chez un client, en fait, pour eux, tu leur coûtes de l'argent à rien faire, donc bon, pour eux, ça leur changeait pas grand-chose, donc j'imagine que c'est OK. pas que le Oui, prolonger c'est un congé sûr, ça social, c'est pas dépend adaptable à tous les emplois, quoi. des em OK, super et du coup, ben, on peut rebondir sur, le sujet suivant, c'était le pourquoi. Donc toi, on voit, que tu as eu déjà deux gros pourquoi par rapport à ces voyages et Mmh. c'était ma question, c'était est-ce que pour gérer son budget, il faut forcément un pourquoi, hein? C'est un peu,
l'œuf ou la poule? Est-ce que d'abord il faut un pourquoi pour épargner? Est-ce que d'abord on épargne, ensuite on voit ce qu'on en fait? Je veux Ben, avoir moi ton point perso de vue là-dessus. personnellement, je pense que oui, il faut un pourquoi parce que, si on n'a pas de pourquoi, si on sait pas pourquoi on épargne, bah, souvent on va p juste pas épargner. On va se dire, «Carpe diem, YOLO, moi je dépense tout ce que je gagne et on verra plus tard». Tandis que si on a un pourquoi, alors ça peut être un pourquoi de différentes manières, hein, ça dépend vraiment de la situation financière de chacun. Il y en a certains, ça va être le pourquoi, c'est: «Je veux sortir du découvert, je veux sortir des crédits conso», donc ça, c'est ceux qui sont dans des situations financières un peu difficiles et qui réalisent en fait que, ben, qu'elles dorment mal la nuit parce qu'elles sont toujours dans le rouge ou qu'elles réalisent qu'elles ont 4 crédits conso et que voilà, c'est un cercle vicieux et qu'il faut faire quelque chose, quoi. Et leur objectif, ça va être ça, ça va être dire, ben, juste respirer financièrement, arrêter les crédits conso et sortir du découvert. Ça va être une partie de, bah, voilà, des gens qui seront concernés par la gestion de budget. L'autre partie, ça va être, bah, on va dire l'étape d'après, on va dire, où on a déjà respiré financièrement. On a de quoi vivre, mais on veut savoir pourquoi on épargne. Et là, c'est bien d'avoir un pourquoi aussi, c'est dire pourquoi on épargne. Pourquoi? Est-ce que c'est pour un voyage? Est-ce que c'est pour, s'acheter une résidence principale? Est-ce que c'est pour un investissement locatif? Est-ce que, ben, on vise la liberté financière et donc il faut, ben, épargner aussi pour, ben, avoir des revenus passifs? Mais voilà, je pense que sans pourquoi, c'est quand même compliqué, heu, C'est de ça. se mettre à la gestion de budget. Ce qu'il faut pas se voiler la face, la gestion de budget, c'est pas non plus un truc ultra fun. C'est pas fun C'est pour tout ça, le monde c'est en tout clair. cas. C'est un C'est peu comme voilà, le sport, je pense. Voilà, c'est ça, parfois, il faut se motiver, quoi. si tu as une course, un semi-marathon dans 3 mois, tu comprends pourquoi tu cours, si tu cours, juste, pour C'est être en ça, forme. moi, c'est ce que je dis beaucoup à des amis à moi, mais ils me disent: «Pourquoi tu as choisi la gestion de budget? C'est pas ta passion?» Je dis: «Bah non, alors je suis pas passionné par la gestion de budget. Par contre, je sais pourquoi je le fais, parce que j'ai mon pourquoi final et je suis motivé pour et Mmh. c'est l'outil pour y arriver». Et hem et donc voilà, enfin et en plus, voilà, ce que j'allais dire, c'est que voilà, c'est pas un truc super fun de faire. Alors après, il y en a qui trouvent le plaisir, hein, même moi, à force, maintenant, voilà, ça me prend. J'ai Mmh. tellement tout automatisé et que, enfin, pour moi, c'est un jeu d'enfant, mais c'est pour quelqu'un qui découvre le truc et peut trouver ça très vite barbant de faire du tableau Excel ou de prendre une application et de suivre ses dépenses, machin. Ça peut paraître super compliqué. Et bon, et c'est le but aussi, hein, du coaching budgétaire, c'est de pouvoir l'expliquer simplement et de faire en sorte d'automatiser la chose un maximum, quoi. OK, super et du coup, les pourquoi les plus communs des gens que tu aides en coaching, c'est ça, du coup, voyage, liberté financière, achat Ben, immobilier? pas tant que ça. C'est ce que je Non? pensais. Je pensais vraiment que j'allais avoir beaucoup de gens dans OK. mon cas, d'il y a quelques années, qui visaient le voyage, mais pas forcément. La plupart, c'est déjà, en fait, arriver à équilibrer le budget. Parce qu'il y en a beaucoup OK. qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent Parce que là, et au moins, ils ont ils savent pas l'urgence. où Je pense que c'est c'est ça. ça, là. J'ai écouté un de tes épisodes récemment où quelqu'un, il avait 60 000 francs suisses Ouais, de crédit, découvert. Je pense que là, c'est mmh. sûr que tu y penses tout le temps. Alors que Ah bah, dire ouais. dans je vais partir en Australie dans 2 ans, 3 ans, c'est moins Ouais, concret. ça empêche moins de dormir, c'est sûr. Ouais. Mais oui, c'est ça, mais il y a plusieurs pourquoi, hein. Comme je t'ai dit, il y a ceux qui sont vraiment qui ont franchi la ligne rouge en gros des trop gros découverts ou trop de crédits conso et là leur pourquoi c'est juste, arrêter de stresser avec l'argent et il y a Mmh. la deuxième catégorie de personnes, ça va plus être, bah, comprendre où part son argent, j'ai envie de profiter de mon argent, j'ai envie d'épargner tout simplement pour mon alors le projet qui revient le plus souvent, c'est la résidence, principale, hein. C'est un projet immobilier, alors OK. pas forcément locatif, mais ça va être ça. Ça veut dire déjà équilibrer mon budget, comprendre où part mon argent et épargner pour investir dans ma maison, quoi. OK, super et du coup, sur, ben, la méthode que tu conseilles si, justement demain, moi, je suis au niveau, 0 de l'épargne, je dépense tout ce que je gagne. Et je dépense enfin ou alors, j'épargne parfois, mais pas tous les mois, pas le même montant. C'est quoi le jour zéro en fait de la gestion budgétaire, les peut-être les premières res 1-2-3 étapes que Alors tu première étape, c'est conseillerais? tu vas sur le site Mon Budget Zen. Deuxième étape, Bien tu sûr. prends un rendez-vous avec moi. Non, je plaisante. Bah oui, alors c'est vrai que oui, évidemment, Bah, vous pouvez le faire, hein, on est là vous pouvez le pour faire, ça. télécharger mon tableau gratuit ou prendre rendez-vous gratuit avec moi, c'est possible. Mais, non, non, plus sérieusement, bah, la première étape déjà, c'est, bah, pour de bon, hein, prendre un tableau de gestion de budget. Alors vous pouvez prendre le mien ou n'importe lequel autre, même celui que vous créez vous. Mais voilà, déjà faire un budget mensuel et voir où vous en êtes. C'est-à-dire, bah, mettez vos revenus dans une case et listez toutes vos charges et déjà faire un constat. Est-ce que je dépense plus que ce que je gagne dans un mois lambda? C'est-à-dire vraiment à grosse maille en se disant: «Voilà, le loyer ça me coûte tant, l'électricité ça me coûte tant, la bouffe ça me coûte tant, les sorties ça me coûte tant» et voir, bah, déjà
bah, est-ce que je vis au-dessus de mes moyens? Ça, c'est la première chose à faire. Et deuxième chose à faire, donc l'étape 2, ça va être plutôt, ben, donc on distingue en général, hein, les charges fixes et les charges variables. Agir sur les charges fixes, donc déjà faire un bilan sur ces charges fixes, voir où on en est, voir ce qui est optimisable. Donc soit en allant voir la concurrence, soit juste en supprimant des abonnements qu'on n'utilise plus, et voilà, principalement ça, quoi. En général, en allant voir la concurrence, sans même faire beaucoup de démarches, et après on pourra en parler, il y a des plateformes que je pourrais vous conseiller qui font les démarches à votre place et qui sont gratuites et qui vous permettent de réduire vos charges fixes de manière assez impressionnante. Et la troisième étape, pardon, ça va être de gérer vos dépenses variables. Et c'est ça la partie qui pourrait être un peu barbante ou qui pourrait rebuter certaines personnes, parce que c'est vrai que c'est ça qui demande de la rigueur, bah, de pouvoir Et c'est là où gérer on se ses fait budgets plaisir variables. en général, parce que je pose, enfin, les charges fixes, ça va être quoi? Ton loyer, ton assurance, enfin, des trucs pas super, super fun, l'électricité, Ouais, c'est des trucs Internet. obligatoires, hein, c'est fixe Voilà, c'est obligatoire, ça, mais, donc c'est quand même important parce que c'est un c'est travail ça à les l'instant plus T à grosses faire. dépenses, je suppose, Mmh. ouais. Ouais, c'est ça, tu Et as après les un charges travail à l'instant variables, T c'est à un peu faire le pour fun, réduire cet c'est abonnement. C'est ça, et les charges fixes, tu le fais une fois, après tu en parles plus, tu fais tes économies, tu peux économiser en général, une centaine d'euros par mois, et c'est quand même 1 200 € par an qui sont pour toi et pas pour des banquiers ou des assurances, donc ça fait toujours, plaisir. Et après pour les charges variables, bah, c'est là où il faut travailler, quoi, on va dire. Il faut vraiment c'est travailler. ça. C'est les Alors d'une part, restos, c'est les vacances, c'est, mais les ça va pas, achats, c'est pas parce qu'on y travaille dessus qu'on va forcément se priver de choses, en fait. C'est ça qu'il mmh, faut comprendre aussi, OK. c'est que c'est pas parce qu'on fait son budget en début de mois pour voir où on prévoit de faire partir son argent, que justement on va pas se faire plaisir. Au contraire, en fait, c'est une des citations que que j'ai mis il y a pas longtemps, c'est que la gestion de budget, c'est juste un plan de dépenses conscient. C'est-à-dire que tu prends le temps en début de mois de se dire: «OK, je gagne tant par mois, en enlevant les charges fixes, il me reste tant, beh, comment je répartis ces dépenses dans mes dépenses variables?» Dans la bouffe, beh, je prévois tant, OK. dans les sorties, je prévois tant, dans les vacances, je prévois tant, mais juste voilà, pas dépenser plus que ce qu'on gagne et de savoir concrètement où ça passe. Et peut-être qu'on va constater après un mois ou 2 que, ben, on a peut-être dépensé 300 € de fringues, mais on n'avait pas forcément besoin, et qu'on préfère peut-être le dépenser, en allant boire un coup avec un pote de temps en temps, ou j'en sais rien, pour sa passion, quoi. Si ta passion, c'est la musique, et ben, c'est peut-être mieux de dépenser 300 € dans une guitare que, dans un truc qui t'intéresse pas trop, quoi. OK. En fait, on peut quand même faire pas mal de parallèles, je trouve, avec, la nourriture, tu vois? Où on dit: «C'est la même chose, tu peux manger, un repas un peu d'excès, mais il faut que tu en sois conscient, que voilà, quand tu manges, un truc, qui va pas être forcément sain, bah, il faut que ce soit pas tout le temps et que tu te concentres un peu sur tes sensations à ce moment-là et pas que tu manges, n'importe quoi à n'importe quel moment». C'est Ouais, non, c'est clair. c'est C'est clair, ça peut y ressembler, en effet, ouais. ouais. OK, super. Et du coup, pour la gestion de budget, la question que je me posais aussi, c'était par rapport à l'horizon de temps. En fait, non seulement bon, le pourquoi, ça va dépendre, de chacun, je suppose, mais est-ce que tu dois te mettre, si par exemple c'est à long terme, est-ce que tu dois te mettre des sortes de sous-étapes? Et aussi, à quelle fréquence tu dois contrôler ton budget? Est-ce que tu dois aller voir, ton compte, comme, enfin, moi, je connais bien la bourse, le nombre de débutants qui vont voir 15 fois par jour Ouais, par jour, leurs actions, ouais. leur compte de titre. Et ben, Le donc oui, meilleur ça, moyen à de faire quelle de mauvais fréquence choix, tu quoi. dois un peu contrôler, ça? Alors, ouais, pour le coup, c'est inverse à la bourse. Là, la gestion de budget, pour moi, c'est important d'y aller souvent parce que, ben, contrairement à la bourse où justement d'y aller tout le temps, ça risque de faire des bêtises parce qu'on risque d'agir avec nos émotions et pas avec les fondamentaux. Tandis que, la gestion de budget, c'est justement l'idée, c'est de contrôler ses dépenses, de vérifier qu'on ne dépasse pas, ce qu'on a prévu, et du coup, pas se retrouver à découvert ou pas épargner ce qu'on veut. Donc ouais, il faut quand même y aller régulièrement, et c'est pour ça que je dis que ça demande une certaine rigueur et de la motivation et un pourquoi. Et avec la méthode que je préconise, alors il y a plusieurs méthodes, hein, pour gérer son budget. Il y a soit la méthode des enveloppes, on a une méthode, le carnet de notes, où on écrit toutes les dépenses. Il y a une méthode avec l'application. Moi, c'est celle que je préconise. Alors, suivant la personnalité de la personne, je vais, orienter suivant ce qu'elle préfère, mais moi, je trouve que l'application, c'est, ce qui prend le moins de temps parce que tout est automatisé. On a juste, en un coup d'œil, on fait une action qui dure à peu près 2 minutes tous les 3 4 jours, et c'est bon, quoi. OK. Mais avec cette action-là, on voit où on en est sur les budgets qu'on a prévus en début de mois. Donc il y a un certain travail à faire en début de mois pour, faire son budget mensuel. Donc ça prend entre 20 minutes et 1 heure suivant,
l'aisance avec, avec la gestion de budget et puis voilà, avec le temps forcément, on a moins de temps. Et par contre après voilà, tout le long du mois, l'idée c'est de contrôler quand même, ce qu'on que prévoit. tu es Alors c'est toujours en pareil, hein, sans se adéquation. priver, hein, mais juste vérifier que, voilà, si on a prévu 300 € de bouffe, si on est à 500, il va falloir peut-être se poser des questions ou Ouais, peut-être arrêter, quoi. OK. Ouais et puis, bon, je suppose que c'est au départ, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps à mettre en place, forcément et puis ensuite c'est de plus en plus Ouais, non, mais c'est facile, clair hein, de et c'est pour ça que, par exemple, tu vois, dans les coachings budgétaires personnalisés, moi, je préconise, je propose toujours une formule de 3 mois parce que c'est au bout de 3 mois où on commence à vraiment, être autonome, automatiser la méthode un maximum et voilà, c'est ce que je préconise en général pour vraiment avoir bien les choses en main, quoi. OK. Et par rapport aux objectifs d'épargne du coup? Alors soit je suppose que quand tu fais ton budget mensuel, tu vas en fait, il va être un peu en adéquation avec peut-être ton je sais pas si tu veux épargner, un 5 000 € dans l'année, ben, tu vas faire en sorte que ton objectif d'épargne, ce soit de 400 € par mois. Donc est-ce que voilà, tu mets des sortes de petites réussites ou des comment dire? Des ouais, des un peu un effet cliquet ou je sais pas comment tu dois voir en fait dans le par rapport au à ton pourquoi? Justement, comment tu concilies un peu, parce que la gestion de budget, c'est plutôt quelque chose, on va dire, à moyen terme, c'est pour des projets et comment tu concilies justement ce contrôle, Ben, ce qu'on fait en début de coaching, on fixe toujours des objectifs à court terme, moyen terme et long terme, toujours. OK, Vu que le coaching dure en général 3 mois, on essaie d'atteindre les objectifs court terme ensemble, même si c'est pas toujours évident, enfin suivant la situation dans laquelle la personne est et on contrôle ça et après, moi l'idée c'est que, voilà, pendant le coaching, on met en place, l'épargne ou alors pour les personnes qui sont en découvert, du coup, ce sera pas de l'épargne, mais c'est un recouvrement de découvert et l'idée c'est qu'on mette en place, l'épargne ou une gestion de budget adéquate pour justement arriver à cet objectif court terme. Et après, l'idée, c'est que l'objectif moyen terme, qui est souvent en fait une certaine somme à épargner, donc comme tu as dit, ça peut être 5 000, 10 000 ou machin par an. Et là, l'idée, c'est qu'après, moi, quand je les lâche après le coaching, on a une stratégie d'épargne qui soit automatisée, qui permette d'atteindre cet objectif. OK. Et si, juste un point sur lequel je voulais revenir par rapport aux charges fixes, variables et c'est c'est quoi on va dire les plus gros leviers en fait sur lesquels Que on tu as a pour. Ouais. pour, voilà au moins, les ouais les 3-4, ben, on peut parler de la loi de Pareto, Ouais, 20% c'est sur, c'est marrant que tu en parles parce 80%. que j'ai un post Instagram qui doit sortir très prochainement où j'explique exactement ça. J'explique j'applique la loi de Pareto à la gestion de budget. Donc la loi de Pareto, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est la loi 80-20 où où en gros quand tu agis sur 80% des choses, c'est à 20% des causes. Et du coup, ce que je préconise, c'est que, sur le budget, en fait, on se rend compte que 80% de la lourdeur des dépenses, elle vient de 20% seulement des catégories de budget. En l'occurrence, logement, nourriture et voiture. S'ils ont les personnes ont des voitures, bien sûr. Mmh. Donc, du coup, pour ceux qui ont un peu la flemme, voilà, de faire des tableaux, un suivi de budget un peu plus détaillé. Alors même s'il y a toujours les charges fixes qui à mon sens, est vraiment impératif à enfin, optimiser, hein. Déjà se concentrer sur ces trois charges. Alors, il y en a qui sont fixes et d'autres variables, hein, donc parce que le loyer, c'est fixe. La voiture, il y a certaines charges qui sont fixes et d'autres variables et sur la nourriture, c'est du variable. Vraiment se concentrer sur ces 3 postes de dépenses. Parce que, voilà, ça concerne 20% de vos catégories de dépenses, mais c'est 80% en général de votre budget, global. Du résultat. Ouais, du OK, résultat, c'est ça. OK, super et OK et par rapport à du coup, je pensais, en fait, à un peu un écueil qui pouvait y avoir de la gestion de budget, c'est de devenir, justement, en fait, faire l'inverse de la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, c'est vous agissez sur 20%, vous avez 80% de résultats. Mais après il y a un peu le risque inverse, ce serait en fait de faire 80% d'efforts pour les 20%, restants. Et donc comment est-ce que, on tombe pas dans voilà, dans Dans l'écueil l'excès dans en fait, dans ouais, la devenir, radinerie, voilà, passer d'être économe à être, un gros être radin que radin, ouais. tout le monde Ouais, déteste. non, c'est ça, c'est une bonne question, hein, parce qu'il y en a qui pensent que la gestion de budget, ça veut dire justement se priver de tout, économiser chaque centime et au Non, contraire, moi je pense pas du tout ça et c'est pour ça que justement je veux parler de la loi de Pareto prochainement parce que
pour éviter cette ambiguïté. Parce que, enfin, à mon sens, alors il y en a qui le préconisent et qui le recommandent, mais pour moi, collectionner les coupons de réduction ou voilà, ou les centimes ou être à l'euro près à chaque fois, enfin, pour moi, ça n'a pas forcément de sens. Parce que justement, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu vas dépenser énormément d'énergie pour économiser, mais tellement, enfin, ça aura tellement peu d'impact en fait sur ton épargne finale ou sur ta sortie de découvert que c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur ce qui coûte de l'argent. Et c'est là après où la motivation rentre en compte parce que c'est sûr que c'est plus facile de garder un coupon de réduction d'1 euro plutôt que de déménager ou que de changer de voiture par exemple. C'est sûr. Et Mmh, par contre, l'impact exact. après, il est énorme. Si tu passes je sais pas moi, d'une Golf 5 à une Dacia Sandero, enfin, je te dis vraiment à la louche, mais je suis sûr que tu peux Ta gagner voiture. facilement ma fameuse voiture dont je suis très fier. Ouais, je suis sûr que tu gagnes au facile 200 euros par mois, quoi, entre l'entretien, entre la consommation de carburant et même le prix à l'achat. Enfin voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Il faut se concentrer sur ce qui coûte de l'argent et pas bah voilà, sur des coupons de réduction ou voilà, ou sur une promo de 20 centimes sur les fruits et légumes, quoi. Ouais, exact. OK, super et du coup, dans la partie suivante, j'aurais voulu que tu nous détailles un peu tes retours d'expérience. Donc, tes retours à toi, on en a déjà un peu parlé, par rapport à tes voyages. Peut-être où est-ce que tu en es aujourd'hui? Je ne sais pas si tu veux faire un petit point par rapport à tes Alors, j'en suis où? Sur ma situation financière, tu veux dire? Ou sur oui, le enfin, projet Mon oui, Budget voilà, un Zen? peu ton état d'avancement de ton épargne par rapport Mon à épargne, ouais. Ben, alors suite à ce voyage d'Amérique du Sud, bah, quand je suis rentré, peut-être la vieillesse mais qui m'a rattrapé, mais j'ai eu d'autres objectifs qui étaient qu'il fallait que je voulais investir, dans l'immobilier et donc ben, ça a été mon nouvel objectif, donc j'ai épargné pour ça, pour au moins avoir l'apport pour les frais de notaire. Donc j'ai fait un premier achat pour du locatif en 2017 et j'en ai enchaîné un autre en 2019. Donc j'en ai fait un deuxième où finalement j'ai un peu habité dedans et puis finalement là je l'ai mis en location là depuis que j'ai déménagé. Et, OK, bah, déjà euh, et là, 2 bons aujourd'hui, c'est maintenant, je privilégie l'investissement en bourse. Donc maintenant, c'est tout sur la bourse. Tapis sur ouais. la bourse. J'exagère, hein, c'est pas du tout ça, mais voilà, Ah bah, voilà, la bourse a énormément de d'avantages, par rapport à l'immobilier, hein. C'est beaucoup plus c'est passif, ça. c'est, Bah, c'est voilà, ça, c'est ça. C'est qu'en fait, au début, moi, quand j'ai commencé l'immobilier, je dis: «Ouais, mais c'est bon, je vais avoir 20 lots et puis voilà, après je serai tranquille et tout». Mais en fait, non, juste avec 2 apparts, en fait, je me rends compte que je suis emmerdé quand même régulièrement. OK. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas souvent quand même, que, bah, quand tu gères tes locataires, alors à moins de tomber sur, voilà, enfin, moi, je sais pas, j'en ai eu quand même 5-6 depuis, mais enfin, voilà, il y a quand même régulièrement, on va dire, des choses à gérer et Bah, la loi de Pareto, elle s'applique à tout, moi, c'est pareil, j'ai eu des locataires qui représentaient, moins de 20 de mes locataires et qui m'ont fait, plus de 80 des sans ton problèmes, temps, ouais. hein. Ah ouais, C'est je vois de quoi tu parles, t'inquiète. Et donc voilà, donc moi aujourd'hui dans mon objectif, alors c'est vrai que j'ai pas dit mon objectif final, mais qui est, ben, oui, je te l'ai dit au début, hein, c'est bye bye patron, hein, comme toi, donc mmh, c'est de pouvoir vivre de mes investissements dans quelques années. Et donc ouais, je compte continuer encore avec l'immobilier, faire encore au moins un achat, mais par contre, je compte aussi alimenter beaucoup, beaucoup plus la bourse avec plusieurs stratégies différentes pour voilà, avoir à peu près 50-50 entre immobilier et bourse, quoi. OK. Ce qui est pas si évident vu que pour la bourse, tu as beaucoup, beaucoup moins de possibilités de levier, voire quasiment pas, Ouais, c'est ça, ouais. par C'est, rapport on est à obligé d'investir avec de l'argent qui est à nous et pas à la banque. c'est ça. Mais sinon, ce serait trop simple la vie, si on Ah bah pouvait ouais, c'est sûr, ouais. Après, enfin, je sais pas toi, mais moi je compte aussi par la suite arbitrer, tu vois, peut-être avec une vente immobilière éventuellement, peut-être injecter plus dans la bourse. bah, Enfin c'est voilà. ce que moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que alors bon, dans l'exemple, si j'arrive à la fin d'un emprunt, le jour où j'ai payé la dernière mensualité, tu es sûr que l'appartement, il est en vente parce que là, tu plus l'effet du tu plus le bénéfice du levier bancaire et du coup, ça a plus d'intérêt de parce que même si tu as du 10 brut, il va te rester, allez 5-6 net. Bah, ça, tu l'as avec Ouais, la bourse, sans payer sans devoir gérer les gens, sans avoir de fuite, sans avoir de ouais, sans, ouais, chaos, sans les fuites de sans WC, tout ça, avoir quoi. des incertitudes sur, les taxes foncières et cetera. Donc Ouais, ça, c'est c'est clair. et c'est sûr, mais après, c'est même à l'idée, c'est même de le faire avant, la fin des 20 ans d'emprunt, forcément. Ouais, bien sûr, ouais.
OK, super. Et du coup, ouais, par rapport aux gens que tu coachés, si tu pouvais nous dire un peu les résultats que tu as obtenus, est-ce Alors que un résultat qui revient souvent et ça c'est alors je pense que enfin et je pense qu'en fait ça concerne beaucoup de monde, c'est déjà en fait de leur faire réaliser que ce qu'ils payent en coaching, ils rentabilisent à la fin du coaching juste parce que on a mis le doigt en fait, on a fait le bilan sur leur charge fixe. Donc ça, c'est un résultat qui revient souvent, c'est-à-dire que, juste en fait avec les astuces que je leur donne, je leur mo enfin avec les voilà, les économies qu'on fait sur les charges fixes, on monte facile à entre 100 et 200 € par mois d'économiser, voilà, sans enfin, je vais pas dire sans pour rien faire parce toujours? qu'il y a quand même un voilà, un travail de démarche, par contre, c'est pour toujours, voilà, c'est ça que je dis. C'est un travail un peu chiant à faire à l'instant T parce que oui, faire des papiers, un peu de démarche, un peu de coup de fil et tout. Par contre, voilà, après c'est, 100 balles par mois et on n'en parle plus, quoi. C'est pour la vie et c'est 1 200 € par an et je sais pas combien après pour les années qui suivent. Donc ça, c'est un résultat qui revient souvent, c'est que, ben, OK, le coaching, en fait, il m'a rien coûté parce que, ben, voilà, j'ai un retour sur investissement sur cet accompagnement que je leur fais sur les charges fixes. Et après, un autre résultat qui revient aussi souvent, c'est souvent une sortie de découvert, pour toujours. C'est une épargne, enfin consolidée avec une vraie vision sur quand ils auront la somme qu'ils souhaitent épargner et du coup, ben, des projets immobiliers qui peuvent se faire, un voyage qui peut se faire, ou voilà, des choses comme ça, quoi. Donc c'est voilà, c'est en général une sortie de découvert, une équilibre du budget et une vision sur l'épargne qu'ils peuvent avoir et une certaine somme aussi épargnée qui sur laquelle ils attendaient d'épargner depuis longtemps, quoi. OK, super. Et une question qui me vient là, c'est, est-ce que, bah, tout le monde a un peu un chiffre différent, mais pour toi, on atteint à partir de quel moment, un niveau de sérénité, en fait, quand on a de l'épargne? Est-ce que c'est par exemple, on dit souvent 6 L'épargne mois de de précaution, tu veux dire? ouais, voilà, enfin, je pense que les gens qui ont vraiment des gros découverts, ça doit vraiment leur pourrir la vie et du Mmh. coup, bah, l'épargne, si vous avez 5 ans d'épargne devant vous, enfin, chaque année de plus, ça va pas forcément vous apporter de la sérénité, mais pour toi, c'est quoi un peu le bon, justement, peut-être Alors, le bon la montant la la qui est, bonne le bon limite qui montant rapporte rien, qu'on n'investit pas, mais juste qui quand on le ouais. regarde, on sait qu'on peut être un peu serein, tu Alors comme tu l'as très bien dit, beaucoup de monde a un avis différent sur le sujet. J'ai entendu de tout, j'ai entendu de 3 à 6 mois et même qui disent qu'il faut 1 an d'épargne, donc épargne précaution, hein, ça veut dire enfin, alors je parle de mois de salaire, hein, de mois de salaire net, mode salaire, qui est OK. propre à chacun du coup, hein. Et moi personnellement, je recommande un minimum de 3 mois. Voilà, c'est vraiment minimum de 3 mois pour commencer à après investir la suite. Et après, moi ce que je dis souvent, c'est il faut que c'est l'épargne que vous avez, donc on parle bien d'une épargne sur un livret A qui ne fera pas gagner d'argent, mais qui est juste là en cas de coup dur. Il faut que vous vous sentez bien avec cette épargne. C'est-à-dire que vous vous sentez serein, que vous dormez sur vos 2 oreilles et que ce que vous investissez en plus et donc qui est pour dans 5 à 10 ans, ben, voilà, vous savez que vous n'allez pas y toucher et que cette épargne qui reste sur le livret A, ben, vous vous sentez serein avec ça. C'est ça qui est le plus important. Je pense qu'un minimum de 3 mois, c'est bien et après, il y a des gens avec 3 mois qui se sentent très bien et qui n'ont pas besoin de plus parce qu'ils savent qu'ils gèrent très bien leurs imprévus et qu'ils en ont pas trop et d'autres qu'il leur faut 6 mois parce que, ben, ils savent enfin, voilà, ils flippent un petit peu et après à raison, hein, sur certains types de personnes, à raison de vouloir 6 mois mais voilà. Je pense que c'est propre à chacun mais qu'il faut qu'un minimum de 3 mois. OK, super. Et pour les est-ce que tu as 1 ou 2 anecdotes, que tu pourrais nous partager, sur les gens que tu as coachés? Je sais pas, peut-être quelqu'un qui, tu t'es rendu compte, je sais pas, qui payait 3 fois la même chose ou quelqu'un qui était complètement réfractaire à arrêter, une dépense, qu'on que tu pensais totalement Ouais, ben, il y superflue? a ouais, complètement, hein. Ben, alors ça revient un petit peu sur les résultats qui reviennent souvent sur les charges fixes. C'est, souvent, en fait, ben, parce que moi, ce que je demande, en fait, avant le premier rendez-vous, c'est de reprendre ces 3 derniers relevés et de lister ce qui revient tout le temps, tous les mois depuis 3 mois et souvent, en fait, l'anecdote qui revient souvent, c'est: «Ah putain, j'ai un prélèvement de 10 € mais je sais pas ce que c'est». Voilà, je sais pas ce que c'est. Ça fait, 3 ans, on me prélève ça, mais j'en ai aucune idée donc tu fais, 10 fois 12 fait 120, enfin ça fait 400 balles qui sont parties dans la nature. Elle sait pas la personne ne sait pas pourquoi et bah, en fait, après on met le doigt dessus, on essaie de regarder, voilà, c'est quoi la référence du prélèvement et puis en fait, on se rend compte que c'était une mutuelle qui est déjà en double ou qui est déjà repayée ou une assurance pour les enfants qu'en fait qui nous sert plus du tout et ça, c'est une anecdote mais qui revient très souvent. D'avoir Mmh, un prélèvement qui traîne qui traîne. et alors oui, c'est que 10 € par mois, hein. Alors, je reviens sur le truc, ça sert à rien d'économiser 1 ou 2 € par mois pour, voilà, pour, quand tu vas faire tes courses.
Par contre, 10 euros par mois qui partent sans réfléchir à un endroit que tu sais pas, ça, moi, je trouve que c'est stupide, quoi. C'est parce que sur le long terme, c'est des centaines ou des milliers Mmh. d'euros qui sont économisés alors qu'il y a une démarche à instant T à faire, quoi. Mais c'est vrai. En plus, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Moi, j'essaye plein de trucs avec ma carte, Revolut parce que du coup, elle va pas à découvert et en plus, notamment sur internet, j'essaie souvent des choses et je Mmh. pensais que j'avais payé mon abonnement Free avec, avec cette carte et tous les mois, j'avais un truc de 20 € qui s'appelait, IAAD et je me suis dit: «Ouais, ça doit être» parce que je sais que la maison mère de Free, c'est Iliad. Je me suis dit: «Ah, ça doit être ça» ou et Mmh. franchement, j'ai payé des mois et je sais toujours pas ce que c'est. J'ai tapé sur internet, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des pré des prélèvements par rapport à ça et Ah ouais. bon, je l'ai Ah, coupé, c'est mais inquiétant, en franchement, effet. je sais pas du tout alors qu'en plus, j'avais la notif tous les parce que sur Revolut, tu as la notif tous les mois. Mais je croyais que c'était mon Mmh. forfait de téléphone et je me suis pas posé la Et question non. et j'ai aucune idée, de ce que ça peut bien être, quoi. Donc Ah ouais. voilà, Donc ça ouais, peut arriver à tout il le est temps monde. d'agir. Ce Il podcast, il te était fera temps peut-être, d'agir. Voilà. Non, non, mais là, c'est réglé, mais ça m'est arrivé ouais, je sais pas, c'était il y a 2 ou 3 mois que ça m'est arrivé. Ouais, mais voilà, t'inquiète, tu pas le seul et encore tu t'en es rendu compte, mais je t'en a plein. En fait, le problème des que les qu'ont pas mal de gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont un peu la phobie, voilà, de regarder leur compte, en fait. Ils font la technique de l'autruche, hein, c'est on sait qu'on a découvert, on sait que c'est le drame, mais on a peur d'aller voir nos comptes, donc on regarde pas. Donc alors je le comprends tout à fait, c'est ce qu'on travaille après en coaching, mais je pense que déjà faire un bilan sur ses charges fixes, ça permet justement d'éviter d'avoir des dépenses quand même inutiles. Alors après, oui, il y a toutes les dépenses variables, ok, on a peur parce qu'on maîtrise pas, mais ces charges fixes qu'on ne sait même pas ce que c'est, pourquoi ne pas prendre le temps en fait de se poser, limite de prendre un jour de congé, hein. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est prenez-vous un jour de congé, tranquille, sans les enfants, sans personne, il n'y a personne qui vous dérange. Vous prenez un mardi en général, parce que les banques sont ouvertes, c'est pas le jour des enfants, enfin c'est là où il y a le plus de chances que les entités soient ouvertes, et vous passez des coups de fil et vous occupez de tout ça, quoi, de tous les trucs un peu chiants. Ça prend une journée, c'est chiant, mais à la fin, vous aurez avancé, et puis le mois suivant, vous aurez peut-être 100 euros de moins de charge fixe, quoi. Ouais, ouais, ben, très, très, très bon conseil et effectivement, le mardi plutôt que le lundi. Même si c'est le Ouais, lundi par qu'on est exemple. plein de bonne volonté. C'est ça, mais le problème, c'est que les banques, les assurances, il y a la moitié de trucs qui sont Mmh. fermés, donc OK et le dernier l'avant-dernier point plutôt que je voulais voir avec toi, c'était par rapport, aux outils. Donc tu as parlé de ton tableau de gestion budgétaire, tu as aussi parlé de plateformes de de mise en concurrence des prix, de comparateurs de prix, je pense, c'est ouais, ça? Ou d'offres? Donc si tu avais des voilà, si tu voulais un peu, peut-être nous parler de bien ton sûr. tableau que tu proposes et un peu des Alors le ouais, plateformes effectivement. alors mon tableau, du coup, il est disponible sur mon site, donc monbudgetzen.com, en téléchargement gratuit, hein, dès la première page. Donc là, ça vous simplifiera la vie, en fait, pour faire votre budget. Il y a tout qui est déjà pré-rempli, les formules sont déjà faites. Donc, en gros, vous rentrez vos revenus, vos charges fixes, et vous savez déjà ce qui vous reste et ce que vous pouvez épargner. Il y a, voilà, même un graphique qui vous permet de distinguer les dépenses fixes, variables et épargne, tout ça. Et après, il y a un tableau payant, du coup, qui ressemble à celui-là, mais qui est quand même beaucoup plus consolidé, qui vous permet voilà, d'avoir plus de graphiques, d'avoir une épargne, enfin un suivi sur l'épargne, de prévoir votre budget annuel aussi. Et bon, il est pas très cher, hein, il a 20 euros, mais voilà, il est aussi disponible sur mon site. Et après, en termes d'outils pour réduire les charges fixes, c'est un partenaire à moi qui s'appelle Origami, d'ailleurs, où j'ai interviewé le CEO sur mon podcast, hein, l'épisode 25 de mémoire. Et donc voilà, si vous connaissez pas, vous pouvez aller écouter l'épisode, déjà ça peut vous rassurer. Et voilà, c'est une plateforme qui est entièrement gratuite et qui fait les démarches à votre place. Donc ça, c'est fou, mais voilà, ça permet de réduire les abonnements pour vous. Ils ont même maintenant développé l'API bancaire, donc c'est-à-dire vous connectez votre banque et ils vous disent tout de suite, en fait, avec vos prélèvements, Combien vous ce pouvez que vous pouvez économiser. ah Donc c'est ouais, vraiment bien impressionnant. foutu. C'est vraiment bien foutu. Alors bon, il faut faire quand même des fois attention à certaines sommes annoncées d'économies qui sont pas forcément cohérentes, parce que, par exemple, pour Internet, la fibre, des fois, vous n'allez pas être éligible aux fournisseurs qui proposent. Donc voilà, il faut quand même creuser un petit peu. Mais vraiment, la plupart du temps, ça marche très très bien. Ils sont super actifs au niveau du service après-vente, ils sont au top. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, regardez mon épisode de podcast, ou même sur mon blog, j'ai des articles avec des liens directement qui emmènent sur leur plateforme. Et eux, c'est tous les Et abonnements? C'est par rapport ouais, à ils font vraiment beaucoup de choses. Ils font bon, assurance, banque,
Donc assurance habitation, voiture, ils vont faire tout ce qui est téléphonie, donc mobile, box internet et aussi le streaming, donc tout ce qui est Netflix, Spotify, Apple Music, tout ça. Même avec ça, on peut vraiment réduire les abonnements et sans rien faire, donc c'est vraiment bien, quoi. Enfin, pour ceux qui ont la phobie administrative, ça aide pas mal, quoi. Mmh. OK. Et eux se rémunèrent comment du coup? Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est ce que tout le monde se pose comme question. Ils se rémunèrent uniquement sur, ah bah, ils font l'électricité et le gaz d'ailleurs, je l'ai pas dit parce que c'est au final sur ça qu'ils se rémunèrent. Ils se rémunèrent uniquement sur l'électricité et l'assurance habitation avec un de leurs partenaires. Donc, c'est-à-dire que vous ne payerez rien, mais par contre, quand vous passez par la plateforme, sur un de leurs partenaires électriques ou assurance habitation, ben, leur partenaire leur verse une commission. Une commission. OK. OK, super, ben, merci beaucoup. Je termine toutes les interviews avec 2 petites questions. La Ouais. première, c'est si tu as un livre ou une ressource, que tu veux partager, donc ça peut être en lien direct avec la gestion budgétaire ou quelque chose Ou juste pas, ouais. qui te Alors, plaît. bonne question. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais te dire, alors un que je dis souvent, parce que c'est quand même lui qui m'a fait vraiment avoir un gros, gros déclic sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est bon, il est connu, hein, c'est La semaine de 4 heures. Très, très bon Il livre. m'a voilà, c'était un des premiers livres en fait qui était de non-fiction, parce qu'avant je lisais beaucoup de fiction et puis j'ai eu un petit déclic de bon voilà, je vais arrêter de travailler, je veux vivre de mes investissements, machin, et j'ai commencé vraiment à lire des bouquins sur le sujet et j'ai commencé par La semaine de 4 heures et c'était vraiment une première grosse gifle en fait sur, bon OK, bah, déjà si je veux arrêter de travailler, il faut que, bah, je diversifie mes sources de revenus et mis à part l'immobilier et la bourse, il faut aussi, ben, que je que que je me sorte les doigts et que je crée un business. Donc c'est pour ça qu'aussi mon budget zen a vu le jour. OK, bah, c'est marrant parce que Notamment, c'est aussi, le premier livre, de non-fiction que j'ai lu et c'est vrai que tu as l'impression que tu as découvert, enfin la ouais. martingale ou je sais pas, C'est mais ça, ouais, c'est un secret. Alors c'est pas pour autant qu'il faut pas, c'est pas magique, hein, on non, n'atteint c'est pas pas 14 jours magique par et le livre, semaine et il du a jour des au lendemain. défauts et le Tim Ferriss, Mmh. c'est un très bon auteur, un très bon marketeur mais franchement, c'est pas parce qu'il y a un ou 2 points que vous allez trouver discutables qu'il faut rejeter en bloc, c'est vraiment le Ah non, bien sûr, il faut lire ce bouquin. Enfin, si vous êtes intéressé par, la liberté financière en l'occurrence, il faut le lire, quoi. Alors, c'est pas la fin du livre que vous serez libre financièrement, pas du tout. Mais par contre, voilà, ça ça peut débloquer pas mal de choses, quoi. OK et donc est-ce que tu as un livre de gestion budgétaire à proprement parler ou d'épargne peut-être? Alors, en plus de La semaine de 4 heures? Ouais, parce que la semaine de 4 heures, Heu, c'est un peu entrepreneurial si je dis pas oui, de c'est bêtises. vrai, c'est vrai, c'est Ouais, vrai, complètement. Ouais, alors j'ai beaucoup aimé, Millionaire Next Door. Je sais pas si tu connais ce livre? C'est j'ai un livre déjà qui a vu le été titre mais j'ai jamais lu, non. ouais, il a été traduit depuis peu en français là par quelqu'un que j'ai interviewé d'ailleurs sur mon podcast aussi. Et j'étais assez surpris parce que en fait, je pensais qu'on allait parler de comment les millionnaires deviennent millionnaires. Mais en fait, pas du tout. On parle beaucoup de gestion de budget dans ce livre et c'est pour ça que j'aime le recommander parce que c'est le titre est un peu trompeur. En fait, Millionaire Next Door, ça veut dire mon voisin le millionnaire. Donc ça prouve en fait, ça explique pour comment enfin, c'est une étude en fait, c'est une étude sur, les millionnaires américains et ils expliquent en fait, ben, le profil type des millionnaires américains. On se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément ce qu'on croit et on se rend compte que la gestion de budget y est pour beaucoup. Sur la façon de consommer, sur la façon de gérer son argent, sur, ben, surtout la façon de consommer en fait. Quel budget ils attribuent à leur bagnole, quel budget ils attribuent à leurs vêtements et on se rend compte que c'est des gens très sobres en général qui vivent de manière très simple et c'est ça qui leur permet après, ben, d'épargner intelligemment, de faire fructifier intelligemment et ben, de devenir millionnaire. OK, Donc j'ai super. trouvé ça très inspirant comme livre. OK, super, bah, merci. Je mettrai, dans les notes de l'épisode, donc pour les auditeurs, je mettrai le lien vers ton site et le lien, vers, la semaine de 4 heures et de Millionaire Next Door. Yes, OK, top. super et pour finir l'épisode, je demande, aux aux interviewés, s'ils ont une citation ou un dicton, qu'ils jugent, utile et pertinent pour clore, cet épisode. Bah, je crois que je vais redire, ce que j'ai dit un peu dans le podcast, qui était la citation, c'était: «La gestion de budget, ce n'est enfin, même le budget en général n'est qu'un plan de dépenses conscient» et je trouve que c'est une citation qui est vraiment intéressante parce que ça permet d'arrêter de faire peur aux gens de faire un budget et en fait, ou
voulez arrêter de faire penser aux gens que faire un budget, c'est se contraindre et se priver, mais au contraire, c'est juste de comprendre dans quoi on dépense. Ok, super, ben, merci beaucoup. Et Bah, avec n'hésitez plaisir. pas à Merci rejoindre à toi. Thomas sur son podcast. Allez, bonne semaine à tous, ciao. Mer Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que mon interview avec Thomas vous aura plu et vous aidera dans votre quête de vous constituer une épargne. Donc, que ce soit si vous avez des finances qui sont problématiques, sortir du découvert et des crédits à la consommation. Si vous avez des projets, pouvoir vous constituer une épargne. Je vous rappelle que mon livre Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat d'un bien immobilier locatif ou de votre résidence principale est disponible sur Amazon. Vous tapez Bye bye patron en un mot et le livre apparaît. Il est tout beau. J'ai fait la petite couverture turquoise. J'ai eu les ventes. Je vends chaque jour des livres, donc je suis assez content. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode si par exemple vous connaissez quelqu'un dont les finances personnelles sont problématiques. Vous avez tous les liens des sujets dont on a parlé dans cet épisode dans la description du podcast. Et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu attirant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye.